Avant, on avait tendance à un peu trop le diaboliser, le faire passer pour un méchant, comme pour nier ou réduire en tout cas son talent. Ce week-end, se faisant plus discret dans les débats ou moins flamboyant, on l'a peut-être sous-estimé. Max Verstappen a gagné hier soir avec de la réussite, mais il a dissous une opposition de plus en plus consistante. Et on en parle tout de suite dans les pistonnés. Promis, on ne parlera que de Formule 1, on ne parlera que de sport, avec Hamza Rahmani, Brice Germain, les deux chroniqueurs de choc à chaque fois des pistonnés. Salut les gars. Ça va ? Ouais, ça va. Belle course, C'est un bon dimanche. Franchement, C'était pas mal, hein. Ouais, franchement, je me suis régalé. La soirée de dimanche, moi je me suis régalé. Ça dépend sur quelle chaîne, hein. Et d'ailleurs, pas que la soirée, puisqu'on a passé un petit moment ensemble, mon cher Manu. Ouais, c'est vrai. Sur les pistes. Tout à fait. Après, il me Grâce au regarde. stage FFSA. Non, mais on remercie déjà la FFSA de nous avoir accueillis, mais on a passé un très bon moment avec T'as la malice là. Non, absolument pas. Avec les pilotes de l'équipe de France, avec les pilotes aussi de la fédération de l'aviation. C'est vrai. On a vu plein les yeux. Ah oui. Et puis on a passé un bon moment. Tu fais bien d'en parler. Je vous invite les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr. On était, comme l'a dit Hamza, au stage FFSA, équipe de France FFSA avec les jeunes pousses françaises. Et on vous a livré notamment une interview de Isaac Hadjar. Il y a 27 minutes, franchement, de vérité et sans tabou. Et je vous invite à aller la voir, bien sûr, c'est sur FTS. D'ailleurs, je sais pas si Brice est au courant, mais un pistonné a battu Hadjar. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui, j'ai oublié de lui Attends, J'ai oublié de lui dire, vas-y, ça, le c'est plus vrai. important. Sur la Oui, c'est vrai. piste, Un pistonné a Sur la battu piste. Hadjar. en 10 minutes, sur une piste Ouais. qu'on connaissait pas, Ça a été accroché. Hein. un pistonné a battu Hadjar. Ça a été. Ça a été très chaud. Mais moi, j'aime bien quand ça se. Exactement. Le pistonné, c'était Hamza. Ouais. Et Hadjar, Merci, je savais. Hadjar n'est pas forcément Isaac. Oui. T'as roulé contre Yacine ? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, très bon. le papa Franchement, ça va d'Isaac, vite. Hein. ouais. Ah Ça ouais. va très très vite, mais moi, je me suis régalé. Écoute. Mais, Ouais, mais déjà, il y a un truc- mais ouais. même Lilou, hein, quand on roulait à ORKC, en fait, Isaac, il a amené la famille à rouler. C'est-à-dire que je pense qu'il leur a dit vous roulez comme ci, comme ça. Mais non, tout le groupe, il roule bien. Non mais déjà il y a un truc qu'il faut quand même raconter, juste une petite histoire dans l'histoire et après premier rentre dans ce débrief bien sûr du Grand Prix du Canada. Mais moi déjà il y a quelque chose qui m'a épaté, c'est qu'on faisait tous la queue, tu sais, pour récupérer la petite Charlotte à mettre dans les cheveux et avant de Ça mettre te ramène le à ta casque- condition quand avant même. de hein. mettre le casque et il y a donc Yacine Hadjar, le papa d'Isaac, qui arrive et qui dit on peut rouler, cool. Il prend la Charlotte, il dit non vous inquiétez pas j'ai la mienne. Il met la main dans sa poche et il sort en fait une cagoule Senna tout simplement. Tu Ah sais, ouais, genre, la et jaune, tout. ouais. Ça annonçait tout de suite le tempo. Donc voilà, et au final, sur une piste que je sais pas si tout le monde la connaissait. D'ailleurs, chez les pilotes, Ouais. il y a eu le même chrono chez les deux premiers. Oui Au c'est vrai, millième t'as raison. près. Ouais, Genre, on exactement. a déjà vécu notre Comme en notre qualif Canada. ce week-end. Et puis, on était quoi, une grosse vingtaine, Ouais. je pense, en piste. T'avais les médias, t'avais les pilotes. On est les seuls médias à être montés dans le kart. Il faut quand Ah même ouais le préciser, ouais. Et on était une vingtaine, et t'avais les 6 pilotes évidemment C'est ça. devant, et puis meilleur temps derrière pour le 7ème concurrent, qui est en l'occurrence un pistonné, juste devant monsieur Yacine Hadjar. Exactement. T'as fait meilleur temps ? Bah, bien sûr. Meilleur temps des autres. Le meilleur des Oui, autres, meilleur c'était temps des Hamza. autres, voilà, c'est ça. Le meilleur des autres, c'était Hamza. Pourquoi j'ai pas été là ? Ouais, Voilà, incroyable. oui. Absolument incroyable. Les gars, Enfin, on verra la vérité dans un documentaire qui arrive bientôt. tout à fait. Ça, c'est en préparation, bien sûr. Les pistonnés aussi également, qui font beaucoup de cartes en ce moment. On a hâte de vous montrer tout ça dans quelques Fast semaines. life. Exactement. Et n'oubliez pas l'interview d'Isaac Hadjar. Franchement, elle est absolument extraordinaire. Je pense qu'il s'est exprimé chez les pistonnés comme il ne s'était pas encore exprimé, en tout cas depuis le début de cette saison. On revient à ce débrief. Le Grand Prix du Canada, c'était la 9e manche du championnat du monde de Formule 1. On découvre ensemble ce qu'a retenu notre attention, les 4 enseignements sélectionnés par les pistonnés. On va forcément parler de Max Verstappen qui a dissous l'opposition. On va le dire clairement hier avec de la réussite, mais avec maestria. Mercedes, la course du renouveau. La mignonne. Alpine qui, oui, Bruno Froment nous l'avait promis, ils ont tranché dans le vif et on va revenir sur un week-end qui a encore fait couler beaucoup d'encre. Et puis Sergio Pérez, de prince de la ville à roi du contrat, j'aurais même dit à roi du pétrole parce qu'il a fait un sacré coup, l'ami Sergio Pérez, dans la semaine parce que ce week-end il était un petit peu plus décevant. Allez mon Léo, petit jingle et puis on rentre dans les hostilités tout de suite de ce débrief du Grand Prix du Canada. Le Grand Prix du Canada est la 60e victoire de Max Verstappen en carrière. Les statistiques sont éloquentes. Lando Norris qui monte sur le podium. Premier podium aussi également pour une Mercedes. C'est George Russell qui a pris la 3e place. Vous allez voir dans les accessites derrière, il y a quelques surprises. Hamilton 4e. Alonso et Stroll qui prouvent qu'Aston Martin
bien a fonctionné ce week-end, je dirais pas eu de retour, mais a fonctionné ce week-end. Et puis Ricardo qui va prendre 2 points. Et on notera aussi également la belle surprise, la première fois en tout cas que 2 Alpines s'invitent toutes les deux dans le top 10. Les gars, on attaque tout de suite. Max Verstappen qui nous a fait des frayeurs ce week-end. Et pourtant, à l'arrivée, il a dissous tout simplement l'opposition, comme vous l'avez très bien trouvé. Même lorsque la victoire ne lui semble pas promise, Max Verstappen arrive à faire la différence. On rappelle des problèmes électriques en EL2, sachant qu'il n'avait pas beaucoup roulé en EL1 du fait des conditions et de la grêle. Donc peu de roulage avant le samedi. En difficulté samedi en qualif, il est pas loin de se faire sortir dès la Q2. Finalement, il arrache la P2 en Q3. Et puis, il faut le dire quand même, un brin de réussite pendant cette course, puisqu'il a été bien aidé, à l'inverse de Miami, par la safety car à mi-course. On y reviendra justement et on parlera forcément de Lando Norris et de McLaren. Et puis, quelle gestion en fin de course, parce qu'on l'a vu créer l'écart, en tout cas sur son dernier relais. Il a été assez impressionnant justement face à Lando Norris. Sa 60e victoire, la 3e consécutive à Montréal. Et à l'arrivée, Max Verstappen creuse un peu plus l'écart. Ouais, et c'est un Grand Prix qui est une démonstration que la voiture ne fait pas tout. Parce que la voiture n'était, je pense, pas la meilleure ou à minima dans la concurrence ce week-end. Et que l'enseignement principal de cette course, c'est que Max Verstappen a l'expérience et a la complétude de gérer ces situations où la monoplace n'est pas forcément la meilleure pour quand même gagner. Ferrari n'avait pas la monoplace, c'est double DNF, avec certes des problèmes techniques. Mercedes revient un peu dans le match sur ce Grand Prix-là et vient embêter McLaren, mais au bout du compte, celui qui marque les points même quand ça va pas, c'est Max. Et là-dessus, il a une sorte justement d'emprise et où il assomme cette concurrence parce que il n'a pas besoin de cette monoplace dominante pour aller chercher 25 points ou 18 ou même 8 quand la monoplace est nulle part à Monaco. Il met ces points-là qui aujourd'hui font qu'il va falloir à Ferrari, à McLaren ou à Mercedes, on verra, une monoplace bien plus forte que la Red Bull pour venir jouer statistiquement à la fin avec Max Verstappen. Et je pense que c'est l'enseignement principal du week-end. Les autres n'ont pas le droit à l'erreur. Les autres doivent être impériaux s'ils veulent matcher avec l'ogre Max Verstappen aujourd'hui qui arrive à gérer ce matériel. Ces explications sont ce pourquoi je pense que même avec une voiture qui ne sera peut-être, supposition, pas la meilleure jusqu'à la fin de la saison, il finira champion du monde. Parce que avoir la meilleure voiture, c'est bien, mais avoir la régularité de Verstappen, il n'a pas construit sa régularité que depuis son titre de champion du monde. C'était qu'en 2021. Oui, tout à fait. Ça dépend des points de vue, mais oui. On signalait à l'époque, 2019, 2020, lorsque Mercedes était dominant, celui qui récoltait les victoires lorsqu'il y avait des défaillances devant ou celui qui complétait très très souvent les podiums, c'était lui. Ce sera la prochaine étape pour Leclerc. Ce sera la prochaine étape pour Norris. Ça commence Norris. La prochaine étape pour Piastri. Ce sera la prochaine étape pour Carlos Sainz jusqu'à la fin de la saison. Mais aujourd'hui, il y a une telle densité et une concurrence de plus en plus relevée avec différentes écuries et donc différents constructeurs qui fait que c'est ce qui va paradoxalement protéger Max Verstappen. Parce que les points à distribuer sont toujours similaires, mais ils vont être répartis différemment selon les courses. Et aujourd'hui, l'écart qu'il a, il semble minime par rapport à ce que l'on avait vu. Enfin, il est minime par rapport à ce que l'on a pu voir la saison dernière. Mais effectivement, au Canada, il était en difficulté. Parce que, alors, la Red Bull valait un passage quand même en Q2. L'élimination de Perez, on en parlera tout à l'heure. Mais je le dis et on le répète depuis le début de la saison, la performance de cette Red Bull ne semble pas être là où Verstappen amène la voiture. Mais il y a un juste milieu à trouver. Plus du côté Max parce que la voiture elle est faite pour lui. Mais depuis le début de la saison, on voit un pilote qui est capable, comme c'est le cas maintenant on est en 2024, depuis 5 ou 6 ans, de maximiser ses résultats, de maximiser les courses, de profiter des circonstances de course. Et c'est une victoire qui, au final, est logique. Une petite déclaration de Max Verstappen. J'ai quand même une question à vous poser, les gars, sur ce débrief pour revenir sur cette course. Regardez ce que disait Max Verstappen hier en conférence de presse. C'était une course folle, beaucoup de choses se passaient et en tant qu'équipe, nous avons été bons. Nous sommes restés calmes, on s'est arrêté au bon moment. On a eu de la chance avec la voiture de sécurité, mais on a bien géré la course ensuite. J'adorais, c'était amusant. On a besoin de ce genre de course de temps en temps. Je me suis vraiment amusé en piste. Les gars, quand on voit
les erreurs ou le piège dans lequel est tombé Lando Norris hier au moment de l'entrée de la safety car. Quand on voit les petites erreurs surtout de George Russell ou de Lewis Hamilton aussi également qui avait un rythme absolument extraordinaire, on va en parler tout à l'heure. Quand on voit la difficulté qu'a eu Ferrari tout au long de ce week-end à mettre les choses bout à bout, j'ai pas envie de minorer la victoire de Max Verstappen, mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est une victoire de Max Verstappen ou est-ce que c'est une défaite des autres ? Non, c'est que Max Verstappen aujourd'hui a mis la barre pour aller chercher le titre au niveau de faut être impérial, point barre. Toute la saison. Toute la saison. Leclerc peut pas gagner Monaco et faire DNF derrière s'il veut être champion du monde. Il n'y a pas que sa faute. Il y a la faute de Ferrari, il y a la faute de la fiabilité, etc. Mais aujourd'hui, il a juste mis le standard du champion du monde à un niveau où il peut pas y avoir un faux pas. Et encore, il en a laissé. Hein. Il a laissé l'Australie, par exemple, avec la fiabilité. Mais en attendant, lui te dit, gagne des courses, c'est très bien. Mais quand tu gagnes, je suis 2 en fait. Donc tu as intérêt à en gagner beaucoup des courses. Je me permets une comparaison footballistique, désolé pour ceux qui n'ont pas la référence. C'est Manchester City et Liverpool. Ça veut dire que Liverpool peut finir à 97-99 points et ne pas être champion. Alors qu'avant, tu étais champion avec 15 points d'avance. Ouais. Bah aujourd'hui, Verstappen, justement, il amène ce nouveau curseur où tu dois être régulier et si tu ne peux pas gagner, tu dois terminer 2e. Et encore une fois, sur la course, lorsque Russell est en tête, Verstappen, c'est le seul pilote sous la pluie en début de course, ou en tout cas piste humide et séchante, à être sous la seconde de George Russell. Ouais. Il le maintient sous pression, alors que tu sens qu'il a le rythme pour aller plus vite. Après, il fallait passer, il n'a pas pu réaliser, il n'a peut-être pas voulu prendre le risque, se disant il y aurait un moment où il aurait l'opportunité, probablement lors de l'arrêt au stand. Je pense avoir vu peut-être le pilote sur l'intégralité des 70 tours, le pilote le plus dominant de la course. Ça veut dire que ce n'était pas forcément le plus rapide, parce que tu as eu Norris à un moment qui a explosé clairement, à la fin du premier Russell, relais, qui a explosé Verstappen notamment sur la gestion des inters. Et qui du coup avait un rythme où il collait 1 seconde 5. Après, lui est piégé par cette voiture de sécurité, on en parlera tout à l'heure de cette voiture de sécurité. Mais au final, encore une fois, ce que tu vois de Max Verstappen, en fait, aujourd'hui, tu n'es pas surpris. Il gagne de cette manière. À la fin, tu te dis, est-ce illogique ? Bah non. Justement, parlons de la voiture de sécurité. Elle a du goût, cette victoire, du coup. Hein. Pardon. Elle a beaucoup de goût comparé aux autres. Oui, elle a un goût de... Ok, tu ne peux plus contredire le fait que Max Verstappen, aujourd'hui, est, à l'instant T, le pilote le plus complet de la grille. Parce que c'est pas sa Red Bull qui l'a amené à gagner. Non, clairement. La Red Bull est une très bonne voiture. Elle fait partie du top 4, des top 3 des voitures de devant. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, cette gestion-là... Ils font tous des erreurs. Max en fait une aussi. Faut pas. Je vous rappelle que il se met même à la portée du DRS de Norris et c'est cette erreur-là qui peut-être peut lui faire perdre la course. T'as raison, mais sur l'ensemble du week-end, il en fait beaucoup moins que les autres. Bien sûr, mais par exemple, il en fait une au moment où le DRS s'active, au moment où on autorise le DRS à arriver en piste, qui le met à portée de Norris et qui à ce moment-là va chercher Max Verstappen. Et Verstappen derrière va reprendre la place sur Russell. Il fait cette petite erreur-là qui est après gommée par la safety car et cette chance-là, on va dire cette chance inversée de Miami pour lui. Mais au-delà de ça, le relief de cette victoire, il faut être aujourd'hui aveugle pour pas voir que Max Verstappen, par rapport à l'expérience de ses titres de champion du monde, de la lutte pour le titre en 2021, où clairement, en 2021, tu ne pouvais rien lâcher. Parce qu'il y avait un autre gars qui ne lâchait rien également. On n'était pas sur une lutte à 5-6 comme c'est maintenant. Parce qu'au final, là, à l'heure actuelle, on est d'accord que Sainz peut gagner, Leclerc peut gagner. Visiblement, peut-être que Mercedes peut se mettre à gagner, surtout qu'il y a des updates qui arrivent. Piastri peut gagner, Norris peut gagner. À partir de là, si ces 6-là veulent gagner, il faut qu'ils soient aussi impériaux que Max Verstappen pour venir le mettre régulièrement dans des positions de 4, 5e. Ce n'est pas le cas. Les monoplaces, elles ont tout le potentiel d'être devant, mais en attendant, les pilotes ne sont pas, au moment où Max Verstappen est en difficulté, tous capables de le mettre derrière eux. Et c'est ça le souci. Exactement. Et tu l'as dit, il a frappé un grand coup, en tout cas Max Verstappen hier. Parlons de la safety car, les gars, et de la gestion justement de McLaren et Lando Norris. On a eu 2 discours complètement différents de Lando Norris. Hier, il sort de la voiture et dit
j'ai manqué de réussite, j'ai eu beaucoup de réussite à Miami et finalement on a manqué de chance là sur ce coup-là, on a été piégé, c'est ainsi que va la course. Et puis une demi-heure après il passe en conférence de presse et regardez ce qu'il dit l'exact opposé. Nous aurions dû gagner aujourd'hui, c'est aussi simple que cela, nous n'avons pas fait un assez bon travail en tant qu'équipe pour boxer alors que nous aurions dû le faire et ne pas rester coincé derrière la voiture de sécurité. Je ne pense pas que ce soit une question de chance ou de malchance, je ne pense pas que ce soit la même chose qu'à Miami, c'était juste une mauvaise décision, donc c'est ma faute et celle de l'équipe et c'est quelque chose dont nous discuterons après. Ce que reproche Lando Norris en fait entre les lignes à McLaren, c'est qu'il y a eu une certaine latence entre la sortie, je crois, de Logan Sargent et le moment où la safety car a été déployée, et il aurait aimé que McLaren puisse se préparer. On rappelle que lorsque la safety car est déployée, je crois que lui est dans la chicane. Il est à l'approche de la dernière chicane. Je crois que c'est le dernier panneau lumineux Ouais. à l'entrée justement de la voie des stands pour savoir si tu rentres ou si tu prends la chicane. Donc l'information arrive très tardivement. Mais justement, sur cette information qui arrive tardivement, je trouve aujourd'hui que il y a une influence de plus en plus importante des décideurs justement de quand l'instant de la déclencher safety car, la voiture de sécurité. Ouais. Parce qu'il y a, j'ai pas chronométré, mais facile 1 minute entre l'incident de Sargent où on reste sous drapeau jaune, Clairement. bleu drapeau jaune à cet endroit-là, et au moment où il y a la voiture de sécurité. Tu sais qu'il va y avoir une safety car. Certains parlaient de drapeau rouge. Perso, je trouvais ça exagéré. Après, il faut voir si tu peux évacuer ou pas la Tout monoplace. dépend de la position C'est ça. des commissaires. des grues aussi. C'est-à-dire qu'en fait, s'il faut faire rentrer une grue sur la piste, à C'est ce ce moment-là, qu'ils il ont fait. faudra rouge. Non, je crois qu'elle vient de. Non, je crois qu'ils l'ont fait rentrer. Non. Mais moi, je vois le bras venir en dehors de la piste. C'est pour ça que derrière pour moi, il y a eu les- safety car, mais bon. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas mettre quasiment un tour pour décider de. Si la volonté, c'est de faire une sorte de payback, comment dire en français, par rapport à Miami, Karma, quoi. c'est pas leur Un rôle. retour, oui. Un remboursement. Oui, voilà, un remboursement. Une compensation. C'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Si le but c'est de dire Sargent se crash juste devant les Verstappen, Piastri et Russell, et qui du coup ont perdu je crois 4 ou 5 secondes Ouais. suite à ce crash de Sargent, du coup on va essayer de compenser en n'offrant pas un arrêt gratuit à Norris. Ce n'est pas leur rôle non plus. C'est la course. La safety car doit arriver à tel moment, tu appuies sur le bouton à tel moment, et si ça profite au leader, eh ben, tant mieux pour lui, tant pis pour les autres, mais tu ne peux pas te permettre d'avoir une si grande influence. Moi, honnêtement, si je suis McLaren et si je suis Norris, je suis furieux. Je suis furieux parce que j'estime que c'est une gestion. Là, c'est pas une erreur humaine comme Miami, c'est une gestion de temps qui me semble suspecte. Après, tu n'as pas l'impression quand même que. Enfin, justement, on est à Montréal, on est entre les murs, Sargent se crash, il n'y en a pas partout, mais presque, et surtout, il y a la monoplace au milieu de la piste. Sur une piste encore humide, séchante, mais encore humide. Il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas une safety car, voire une virtuelle. Et là, on arrive au deuxième point que je voulais évoquer, mais je t'en prie. Donc, la seule chose que McLaren aurait pu penser en mode faut pas qu'on arrête Lando, c'est que le drapeau rouge vienne offrir un changement de pneumatique gratuit et que si Norris s'arrête et que Verstappen ne s'arrête pas, potentiellement Verstappen est devant avec un changement de pneu gratuit s'il y a drapeau rouge. Mais l'avance que Norris a, qui est à hauteur de 11 secondes, ouais, au moment 11 du secondes, déploiement. Verstappen doit ralentir. On est bien d'accord. Il a un delta à suivre sous safety car, même s'il n'est pas encore derrière cette safety car. Ces 11 secondes-là, en sachant que l'arrêt coûte 18 secondes à Montréal. Mais que tu coupes la dernière Oui. chicane et que tu coupes le premier virage. Oui, c'est vrai. Le Montréal, c'est la piste, je crois, de la saison où un arrêt te coûte le moins. Il n'y a pas Silverstone aussi qui coupe beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça doit être la même chose. Enfin, peut-être que c'est un peu plus long. Silverstone mais- et Montréal. Dans tous les cas, avec ces 11 secondes-là, normalement, même s'il y a rouge, comme Verstappen doit réduire son rythme, tu peux normalement t'arrêter. Et puis honnêtement, les autres se seraient arrêtés. Enfin, c'est une possibilité après quasiment Après, tu peux 30 avoir tours. un opposite tout. Hein. Ouais, mais opposite tout, t'as aucun intérêt justement à le faire. Ils se sont tous arrêtés parce que t'as aucun intérêt à le faire à ce moment-là, après plus de 30 tours sous des pneumatiques intermédiaires, la pluie qui est censée arriver dans quelques Regarde minutes. Ocon. Ocon l'a fait. Oui, mais Ocon, c'est un pari. Mais tu peux pas prendre un pari quand tu joues la victoire ou quand t'es en tête. Les gars, pour revenir. Face à Max Verstappen, peut-être. Surtout que Verstappen, Piastri et Hamilton, eux, ont un arrêt gratuit parce qu'il y a un écart monstrueux Moi avec les gars, Alonso. j'entends qu'on parle du... Et vous avez raison, je pense que vous avez tout dit sur le process et comment ça a processé, on va dire, pour l'intervention de cette safety car. Mais si on revient sur les propos de Lando Norris
il a joué de malchance ou c'est une erreur de son chef et de son Je équipe? pense que chez McLaren, on aurait pu prendre le pari. Oui. En fait, je pense qu'il Tu sais dit que c'est qu'elle de va la sortir, malchance sur le bien sûr. moment. Parce qu'en fait, lui, quand il arrive en zone mixte, je suis pas sûr qu'il ait revu les images, et dans son expérience de course, on lui dit safety car et il voit safety car au dernier moment. Et ce temps de latence-là, il se dit ah, bah voilà, zut. Mais en fait, quand tu prends le truc avec un peu de recul, et que McLaren a les yeux sur le crash de Sargent depuis, comme le dit Hamza, 50 secondes, 1 minute, et qu'il n'y a aucune chance que la course soit pas neutralisée à minima, ralentie. Effectivement, tu te dis que McLaren à ce moment-là aurait dû tenter quelque chose, et en fait c'est à eux de neutraliser Verstappen en tentant ça, parce que du coup là ils se sont mis en position de vulnérabilité. La safety car n'arrive pas, Norris arrive dans le dernier virage, mais là au vu de la position de la voiture, ça fait une minute qu'elle est là, tu le sais, ça va être neutralisé d'une certaine manière. Dans tous les cas, T'as au moins une VSC quoi. Non, pas la VSC. Non mais Il fallait regrouper. mais il fallait le regrouper pire les des balles. cas, c'est pas la VSC pour Norris, c'est le rouge. C'est Parce vrai. qu'il offre un arrêt gratuit à Tout à Verstappen. fait. Donc, à ce moment-là, tente quelque chose. T'as 11 secondes d'avance. Et en plus de ça, ta distance vis-à-vis des pits est moins longue que lui. Ce qui veut dire que ton temps autour, qui va être réduit par le delta, il va être moins grand que Verstappen. Tente-le. Après, encore une fois, c'est facile a posteriori. Oui, bien sûr. C'est décision qui se prennent en une fraction de seconde. Non, mais à Et ce moment-là, tu peux moi, à ce anticiper. moment-là, je me dis, ils vont l'arrêter. Ouais, bien Je me sûr. dis, tu peux pas mais prendre oui, le c'est- risque parce que tu sais, as les images. Tu sais qu'il y a tu sais qu'il va se passer voiture de quelque chose, sécurité. ouais. Tu peux pas prendre le risque de pas Mais pas je l'arrêter. suis d'accord avec la deuxième déclat de Norris. Je pense que c'est une erreur, mais malchanceuse aussi parce que au moment où McLaren doit prendre la décision, ils n'ont pas tous les éléments en main, puisque Norris, il lui reste 100 mètres avant la chicane, au moment de la safety car. Par contre, Verstappen, Piastri, Russell, ils ont les éléments en main pour prendre cette décision qui est beaucoup plus simple à prendre. McLaren fait une erreur, mais une erreur avec un problème beaucoup plus compliqué, entre guillemets, à résoudre. Exactement. Les gars, juste et très rapidement, ça mériterait presque un débat. On a eu le cas d'Abu Dhabi 2021, on a eu encore le cas à Miami cette année. En fait, il y en a 10 000 des cas. J'ai quand même l'impression que cette intervention de safety car, elle donne un côté assez random au résultat sportif. On a l'impression que c'est presque... Il y a un côté un peu loto, quoi, tu vois. On a connu, nous, la F1, où lorsque la safety car sortait, l'accès au pit était interdit. Est-ce que quelque part... moi, je sais pas, hier, en regardant la course, je me disais, bon, ok, c'est cool, ça pimente et ça met du spectacle, mais il y a un côté un peu injuste quand même dans tout ça. Bah Ça, oui, après, c'est mais l'histoire de la F1, moi, j'ai pas- non, moi je ne viendrai pas au nom de la sacro-sainte justice que tout le monde cherche partout tout le temps. Je ne viendrai pas changer cette règle parce que justement il y aurait jamais eu de Pierre Gasly. Mais c'est pas un tu vois. nivellement par le bas justement, un mec qui domine, Non, qui c'est- domine. C'est l'histoire de. Non, par rapport à ça, moi, j'ai pas de Non, j'ai pas de c'est- problème. Moi, le simple problème que j'ai aujourd'hui, c'est le temps de latence que l'on peut avoir au moment de déclencher une voiture de sécurité virtuelle ou un drapeau rouge qui est évident. C'est tout. Ok. Et par contre, cette règle de changement de pneu au drapeau rouge, pour moi, elle a bridé McLaren. Clairement. Et celle-là, pour le coup, je la trouve plus injuste. Parce qu'elle vient remettre tout le monde sur la même stratégie alors que certains ont pris des risques et d'autres non. Et la safety car ne vient pas remettre tout le monde sur la même stratégie. La safety car te force à t'adapter stratégiquement parlant. C'est vrai. Mais le drapeau rouge remet tout à zéro alors qu'il y a un travail qui est déjà fait. Et ça, pour moi, c'est plus problématique qu'une safety car où là, pour le coup, les plus malins s'en sortent. Au drapeau rouge, il n'y a pas vraiment de plus malin. C'est pneu neuf et basta. Pour terminer ce premier enseignement qui a été très très long parce qu'il y avait énormément de choses à dire, on va quand même toucher un mot sur Ferrari avec cette déclaration de Charles Leclerc. Week-end très 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 compliqué pour les rouges, avec Charles Leclerc qui nous dit que c'était un enfer de toute façon du début à la fin. Je ne sais pas quel était le problème. On a eu un problème avec le moteur dès les premiers tours. Je perdais 1-2 secondes dans les lignes droites. C'est resté 1,2 secondes dans les lignes droites. C'est resté jusqu'à l'arrêt au stand où on a mis les slicks quand la piste était trop mouillée, mais il fallait qu'on prenne des risques car on allait finir hors des points puisqu'on rendait 20 ou 25 km/h dans la ligne droite. Le week-end de Ferrari en un mot, les gars, serait quoi? À oublier. Ouais. Acheté à la poubelle. Et comme l'a dit Vasseur, Et comme disait Courbis, il vaut mieux perdre une fois 10-0 que 10 fois 1-0. Ouais. En l'occurrence, c'est ça, hein. Mm. Ouais. Ah putain, ça s'entend bien. Non, mais enfin, pour le coup, je suis parfaitement d'accord avec lui. Si ça peut arriver là pour eux, où il n'y a rien qui va, parce que Sainz, il a pas le rythme en plus avant de casser son aileron avant.
C'est ça, tu joues pas le podium. Il n'y a pas le grip, il y a un problème moteur. En sachant qu'en plus, il y a des motifs d'espoir parce qu'à l'instant où Charles a son problème moteur, il tient le rythme du peloton de la 8-9e place. Donc tu te dis qu'avec 80 chevaux de plus, ça aurait pu jouer quelque chose. Donc il n'y a pas de motif d'inquiétude. C'est un week-end raté. On a beaucoup parlé, tu vois, de la traction à Monaco. C'est vrai qu'avec la pluie aussi, c'est un avantage de moins. Ça a été un avantage de moins aussi également pour Ferrari. Mais là, la piste, elle est verte avec un tarmac qui ne prend absolument pas le grip et en plus qui dégrade. C'est tout ce qu'il faut pas à Ferrari. Exactement. Et en plus, elle est froide. On a dit, Ferrari, plus il fera chaud, normalement, plus elle va se révéler. Là, c'est cata pour eux. Montréal, peut-être la typologie de tracé leur convenait. D'ailleurs, Villeneuve a tout basé là-dessus. Et Vasseur lui a bien dit, oui, mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Mais derrière, il y a beaucoup d'éléments qui font que la Ferrari n'était pas à sa place à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand la Ferrari performe, la Mercedes performe pas, et inversement. Elles sont vraiment inversées sur ces qualités-là. Et là où, pour le coup, c'est intéressant, c'est quand même de se dire que la polyvalence de la McLaren et de la Red Bull ont l'air un peu plus présentes quand même que la Mercedes et la Ferrari qui ont vraiment des points forts. Justement, Mercedes, on y vient. C'est le deuxième enseignement de ce débrief et de cette émission. Mercedes, la course du renouveau, point d'interrogation. Et on pourrait même mettre entre parenthèses édition 14, parce que cette question, on se la pose maintenant depuis 2 ans. La W15 était-elle d'ailleurs, les gars, c'est une vraie question que je vous pose, la meilleure voiture du côté de Montréal? On sait qu'il y a cet aileron avant plutôt miracle qui avait été mis sur la voiture de George Russell du côté de Monaco et dont était équipé aussi également Lewis Hamilton. Qu'est-ce qui permet cet aileron avant? Tout simplement de baisser au maximum le plancher, de rouler le plus proche possible du sol et donc d'avoir un petit peu plus d'effet de sol, donc plus de stabilité, plus de grip dans les virages à basse vitesse, et puis aussi un petit peu moins de traînée en ligne droite. Première pole position quand même pour Mercedes depuis Hongrie 2023, quasiment 1 an, 10 mois en tout cas, sans pole position pour l'écurie allemande. Sur une piste moteur. Sur une piste moteur, c'est quand même assez dingue. Je pense que personne en tout cas l'a vu venir avant ce week-end. Russell et Hamilton malgré tout qui ont fait des erreurs tout au long du week-end, et ça il va falloir quand même en parler parce que je pense que Lewis Hamilton peut avoir d'énormes regrets à l'arrivée de ce Grand Prix. Est-ce que c'est des progrès durables ou est-ce qu'on a encore assisté à un épiphénomène un petit peu à l'image de Brésil 2022? Et mine de rien, à l'arrivée, on a quand même le premier podium de Mercedes de la saison. Il aura fallu attendre 9 Grands Prix pour avoir ce podium. Votre avis sur tout ça, les gars? Épiphénomène ou progrès durable pour Mercedes? C'est dur à lire. Il y a un progrès dû au package d'amélioration amené à Monaco. À Monaco. Monaco, une partie seulement sur Russell. Seulement sur Russell, ouais. Et après Russell et Hamilton. Oui, il y a ça. Mais alors, on va répéter la sempiternelle, il faut voir dans la durée. Ce qui est sûr, c'est que cette monoplace est surprenante. Et que je pense que ça fait 3 ans qu'elle surprend même ses concepteurs, cette monoplace. Je sais pas si vous avez remarqué, on dirait un début de stand-up, pardon. Au moment sur le dernier relais de course, la Mercedes, il y a 5 tours où c'est un avion de chasse. Ah ouais. Et il y a 5 tours où c'est une épave. Et puis il y a 5 tours où c'est un avion de chasse. Et puis il y a 5 tours où elle rentre dans le rang. Puis il y a 5 tours, c'est vraiment une épave. Bon, bah c'est la Mercedes depuis 3 ans. Et je pense que, oui, elle était mieux sur ce week-end. Déjà parce que la piste est verte. Je me rappelle que si Mercedes claque des bonnes performances tous les débuts de week-end le vendredi, c'est parce que la piste est verte. Dès lors que la voiture a du grip, dès lors que la piste prend du grip, pardon, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais encore une fois, on a eu une Mercedes en dents de scie. Est-ce que ça vous est pas repensé à Hamza? Est-ce que tu n'as pas repensé à Sao Paulo 2022 en voyant la course? Parce que les conditions étaient assez similaires, température de piste basse, excusez-moi, peu de grip. Est-ce qu'on rentre pas? Alors, avec le nouvel aileron avant, Mercedes nous dit justement on a une fenêtre d'exploitation beaucoup plus large que ce ne fut le cas par le passé. Mais moi, je me demande si on n'est pas passé, on n'est pas rentré encore dans le piège de Brésil 2022, quoi. Je ne tomberai pas dans le piège de la communication de Mercedes. On est trop souvent tombé dedans. On a trop souvent été piégé, battu depuis fin 2021. J'attends. Là, je suis vraiment en phase d'attente. Je note ce qui s'est passé au Canada. Mais c'est quand même un mystère. Mon petit carnet. Mais oui, mais c'est ça. C'est quand même un mystère Pour moi, il n'y a pas d'explication, en fait. Réduire la non-performance ou la performance uniquement aux températures de piste ou aux conditions...
je suis pas sûr que ce soit Oui. aussi simpliste. Ouais, quoi, t'as raison. Même si la température de piste était tu termines à 26 degrés, Ouais, ce ouais. qui est extrêmement bas, et, Mhm. et on verra si à Barcelone il fait chaud. Je suis pas météorologue, j'ai même pas vu ce qui. Surtout en ce moment, fais gaffe. Généralement, Mais fin normalement, juin, mois tu de pars en juin, vacances à voilà, Barcelone. C'est ça. Donc logiquement, on pourrait avoir un GP à 40 degrés de piste, et peut-être qu'à ce moment-là, on verra une Mercedes qui passera pas Q3. Mais J'en l'année sais rien. dernière, ils font double podium à ce même Barcelone. Donc c'est ça, c'est que je ne comprends pas comment cette voiture ne performe pas depuis X temps. Je ne comprends pas comment cette voiture a soudainement pu performer à Montréal. Je n'ai pas d'explication. Tout ce que je note par contre, c'est que tu as effectivement 2 pilotes qui ont commis des erreurs en course. Hamilton, du coup. En qualif aussi. Hamilton. Parce que je crois que ça n'a pas été montré par la réalisation internationale. Étonnant. Hamilton qui commet 2 erreurs sur le dernier relais ou sur les 2 derniers relais Ouais. en slick où il perd 3-4 secondes par tour Alors qu'il avait un rythme de fou. et qu'il était Avant. collé au pilote qui, je crois que c'était Piastri juste devant, ou je sais plus. Russell aussi a commis des erreurs. Il Bon, flingue bah, son écoute. train d'intermédiaire aussi sur le premier relais. Et dans la puis gestion. tu as cette bataille avec Piastri. Bon, moi je me suis régalé, mais au final je trouve une prise de risque à ce moment-là parce que c'était pas le dernier tour, c'était pas le dernier virage et ça te coûte quand même le rythme en fin de course. T'as une lutte avec Hamilton entre coéquipiers où moi j'étais persuadé qu'Hamilton ne le laisserait pas passer. Ouais. Au final, Russell il a forcé la porte. Ok, c'est le sport automobile que j'aime bien voir. Il a montré les crocs, George Russell. ce Voilà, en fait, tu Parce qu'il a notes besoin. tes émotions positives et négatives, mais il y a pas enfin pour moi en tout cas, j'ai pas d'explication. Non, mais c'est quand même fou que cette monoplace qui est censée avoir le plus gros parachute à l'arrière du plateau performe au Canada. C'est quand même fou que le moteur Mercedes que tout le monde évoque comme étant aujourd'hui le plus problématique. Plus le meilleur en tout cas. En tout cas, oui, enfin pas le plus problématique parce qu'il y a le Renault. C'est un fait. C'est après, c'est le troisième enseignement. Mais c'est quand même fou que ces moteurs Mercedes là, t'es les 2 Aston là, t'es les 2 McLaren là, t'es les 2 Mercedes là, et que sur les 10 premiers, t'es les 6 moteurs Mercedes. Enfin, et même Albon à un moment donné, tu vois. C'est vrai. Oh, qui a fait une course. Donc t'as 7 moteurs Mercedes avant ce qui se passe avec Sainz. Alex T'as 7 moteurs Mercedes dans le top 10 à la régulière. Alors que c'est censé ne pas fonctionner ici. Bref, c'est un mystère. Enfin, Alex Albon j'ai qui pas a de réponse. bien aidé Russell pour la pole. Hein. Oh oui. Avec l'aspiration là, sur, L'aspiro qui lui donne, sur ouais. la longue ligne droite, il y a 2 dixièmes d'écart avec James Hamilton. Bowles ça a se encore joue des aussi, là. contacts. Prenons les explications, les gars, des pilotes, George Russell et Lewis Hamilton, avoir leur ressenti, savoir si on est vraiment dans le renouveau de Mercedes ou pas. Regardez George Russell, il nous dit sur Sky Sport dans le débrief après course, c'est un peu une opportunité manquée pour être honnête. On était plus rapide en pneus intermédiaires au début et on est revenu en slick. On a fait des erreurs, on a poussé à la limite. Néanmoins, c'est notre premier podium de l'année. On avait une bonne voiture, on est de retour dans la lutte et c'est pour ça qu'on se bat. On avait le rythme. Max était très rapide à ce moment de la course, mais en fin de course avec les médiums 9 à la fin, on était très rapide. Lewis Hamilton, ce week-end j'ai fait une mauvaise performance, d'autres facteurs sont entrés en jeu hier, principalement moi-même. Et aujourd'hui c'était une des pires courses que j'ai jamais faites, avec beaucoup d'erreurs. C'est une voiture avec laquelle nous pouvons nous battre. C'est vraiment positif pour la suite de la saison. Ce week-end, la voiture était capable de gagner, c'est une sensation formidable. Nous allons prendre des points et continuer à essayer. C'est vrai qu'il la connaît pas, Lewis Hamilton, cette sensation. Non, c'est vrai que ça fait... ouais. C'est formidable comme les sensation. gars, vraiment, est-ce que la W15 pouvait l'emporter et est-ce que la W15 était peut-être la meilleure voiture ce week-end? Et la deuxième chose, quand on lit les déclarations de Lewis Hamilton et George Russell qui se sont déjà fait piéger par le passé justement par des courses qui leur avaient donné le sentiment qu'il y avait le renouveau de Mercedes, là ils sont exactement dans le même discours qu'après Barcelone 2023 ou Brésil 2022. La diff, c'est que Barcelone 2023 ou même à la pole en Hongrie, à la fin de la course, tu te dis pas qu'ils auraient pu gagner. C'est vrai. Oui. Là, ils terminent pas loin puisqu'ils sont dans un paquet où pour moi les 5 pouvaient gagner. C'est juste que, comme on l'explique dans le premier renseignement, Max, à mon sens, c'est au-dessus dans la gestion de sa monoplace et gestion des événements qui arrivent. Avec un peu Norris, je trouve qu'il a vraiment passé ce step-là. Mais est-ce que la W15 pouvait gagner? J'ai envie de te dire peut-être qu'avec Max au volant, ouais. Je te dis pas que Lewis Hamilton est Tu un as donné peintre. des regrets à Toto Wolff. Mais non, mais je te dis pas que Lewis Hamilton est un peintre en disant ça. Je te dis juste qu'à l'heure actuelle, avec la gestion qu'il a des événements, la monoplace avait le potentiel de gagner comme la McLaren et comme la Red Bull. Je te dis, le seul truc qui m'inquiète à la rigueur, puisqu'on parle que de perf pur, si on parle de la gestion sur toute la course, c'est que la Mercedes, à des moments, elle était vraiment plus lente. Quand Norris passe, Russell et Hamilton sont nulle part parce qu'ils ont graillé leur... Oh là là, je parle comme en Haute-Savoie, dis donc, c'est terrible.
Ils ont graillé leur gomme. Ouais, ils ont graillé leur gomme. Mais c'est vrai. Et pour le coup, Norris, lui, les a gardés. On n'a aucune vue d'ailleurs sur Norris pendant le premier relais. Si vous regardez un petit peu le premier relais de Norris en caméra embarquée, c'est le seul qui se décale très tôt dans l'eau pour aller refroidir ses pneumatiques. Bon, est-ce que Russell et Hamilton l'ont fait ? Je ne suis pas allé voir, mais Russell et Hamilton ont eu les pneus flingués tout de suite. Ouais. Sur le premier relais, on l'a vu, sur les inters. Et en fait, on a eu des pics de performance de ces Mercedes pendant la course, mais pas assez longtemps pour, au vu du nombre d'événements qui se sont passés, jouer une victoire. Parce que, et en plus de ça, il y a eu trop d'erreurs. Encore une fois, il y en a un qui a minimisé les erreurs et il a gagné. Quand on voit comment ils ont mangé leur gomme sur le premier relais en intermédiaire, est-ce qu'on peut pas quand même revenir sur ce qui avait été justement les épiphénomènes de l'époque ? C'est-à-dire qu'on sait que cette Mercedes arrive à rapidement mettre les gommes en température lorsque les conditions sont fraîches, lorsqu'il n'y a pas de grippe, à la différence des autres. Par contre, l'effet pervers, c'est que justement il y a un petit peu plus de dégradation. Est-ce qu'on peut pas tirer cette conclusion-là ? C'est peut-être un peu Je m'y simpliste, connais hein. pas assez pour savoir si et désolé d'ailleurs, si Non, t'excuses. la mise en chauffe des pneumatiques, elle dépend des monoplaces sous la pluie aussi. Ouais, c'est vrai. Je n'arrive pas à savoir si la manière dont est foutue une monoplace, ça influe de la même manière sous la pluie ou pas. C'est vrai, Parce que j'ai l'impression que sous la pluie, le maintien des gommes se joue à la manière dont tu vas les entretenir. Ouais, tu conduis. Et quasiment, j'ai envie de te dire presque c'est tout. Mais encore une fois, je veux pas dire de bêtises là-dessus. Donc. Patience, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines pour Mercedes. Encore une fois, je l'avais évoqué à Monaco, donc ça va aller très vite. Mais il y a une sorte de malaise qui s'installe entre Hamilton et Mercedes, je trouve. C'est vrai. Tu vois, à la fin de course, Toto Wolff qui lui parle à la radio, Hamilton ne répond pas. Drôle de radio de Toto Wolff ce week-end. Hamilton qui en... Focus, George. Non mais soit ils ont changé le micro, soit il y a un truc, mais j'ai pas compris. En qualif et en course, j'ai pas compris. Très bizarre. Je sais pas, il y a à suivre, hein, parce qu'on est beaucoup forcément focalisé sur Ocon et Alpine. Mais il y a les mêmes radios chez eux. Mais Hamilton, Mercedes, C'est un peu étrange, j'ai l'impression que l'histoire va pas très très bien suivre. En attendant, il n'y a pas ces radios-là entre Sainz et Ferrari. Et pourtant, l'histoire est la même, entre guillemets. Il reste 15 Grands Prix. Mais t'as raison. Bientôt dans les feux de la T'as mort. raison. Gardons du temps les gars, parce que le troisième enseignement, je sais, va vous faire réagir. Parlons d'Alpine. On s'était quitté après Monaco avec une promesse de la part de Bruno Famin, il allait trancher dans le vif. Et ben la promesse a été tenue, notamment ce week-end, avant ce week-end et ce week-end. Déjà, commençons par le positif les gars, parce qu'il y a quand même du positif pour Alpine dans ce week-end. La première double entrée dans les points de 2024, il y a eu une stratégie, il y a eu une exécution qui a été quasi parfaite sur la course de dimanche, et ça n'a pas toujours été le cas, donc il faut le dire et il faut le souligner. Mine de rien, Alpine, qui était au fond de la marmite lors du premier Grand Prix à Bahreïn, revient aujourd'hui à 2 points de Haas au championnat. Ça paraît inespéré, je ne pensais pas en tout cas qu'on allait vous l'annoncer aussitôt. Et puis il y a les choses négatives. Il y a la colère de Esteban Ocon à l'arrivée. Avait-il raison d'ailleurs de se mettre en colère ? On va expliquer pourquoi. Comprenez-vous la consigne de fin de course ? On a demandé à Esteban Ocon de laisser passer Pierre Gasly pour essayer d'aller chercher Daniel Ricciardo et cette place qui n'a pas été rendue à Esteban Ocon. Et tout ça, ce dernier épisode, après une semaine très mouvementée, sur laquelle on reviendra d'ailleurs mercredi en débat, est-ce que ça n'annonce pas d'une gestion qui va être très ardue pour notre ami Bruno Famin jusqu'à la fin de cette saison? Je veux votre avis un petit peu sur tout ça, parce qu'on l'a vu, il y a du très positif, il y a du très négatif à l'arrivée de cette course. L'exécution est parfaite. Ah, il faut le dire, hein, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Peut-être à la rigueur sur le choix des gommes d'Ocon. Oui. Qui le met en danger en fin de course. Peut-être pris des hards. À titre personnel, Peut-être qu'il en avait pas, hein, peut-être qu'il en avait plus, je ne sais pas. J'ai été- je sais pas les veut rien vérifier. dire ça. j'ai été surpris de voir ce qui est valable pour Alpine et valable pour toutes les écuries qui sont parties du fond de grille, de ne pas avoir vu au moins un des pilotes de chaque écurie en fond de grille tenter le pari des pneumatiques pluie, comme As. Ah oui, c'est vrai. Bah, qui n'a pas été payant, in fine. Après, Qui n'a pas été payant les- parce que chez As, on n'était pas prêt au moment d'arrêter Magnussen, mais Magnussen, au Ouais, final, enfin, il il s'arrête s'arrête- très très tôt il quand s'arrête- même. non, il s'arrête très très tôt et en même temps très très tard par rapport à comme ça sèche. hein. Oui, oui, Magnussen final, s'arrête au 6e tour. Au 6e tour, non, lorsqu'il... 16e, non Magnussen 6e. s'arrête au 7e tour, pour être entre le 6 et le 7, et Hülkenberg au 12. Et il avait déjà perdu du temps depuis 3 tours. Mais il en a beaucoup gagné. Il a gagné plus de 10 places sur le départ. Oui, et mais après- au moment où il s'arrête au stand, au moment où il ressort des stands en ayant perdu 5, 7 ou 9 secondes au stand, il ressort 12 ou 13e. Donc ce qui est ça, je crois, un tout petit Position peu de mieux que sa départ. position. Non, c'est un tout mais petit il peu mieux ressort que sa en position inter. de départ. Oui, mais avec des inters neufs par rapport à la concurrence. Oui, mais ils vont tous attendre les inters pour passer les slicks. Donc en fait,
ton pari il est foutu. Bah non, alors déjà là, je viens de te prouver qu'il est réussi pour Magnussen malgré m'as ce rien qui s'est prouvé passé. du tout, mon malgré copain. ce qui s'est passé. Tu m'as rien prouvé du tout. Et puis dans un second temps, comme tu ne peux pas prévoir l'évolution de la piste, tu ne peux pas prévoir l'évolution de la météo. Quand tu es en fond de grille, c'est un pari qui se tente. ça c'est sûr. différent. Oui. Donc ça aurait pu être tenté sur Ocon. Mais bon, ça à la limite, c'est un petit détail. Et juste information, il avait 2 jeux de hard 9, Esteban Ocon. Donc, Oui, de toute façon, à partir du moment où ils T'avais sont partis en intermédiaire, etc., forcément, t'as ça laissait un. Et puis, Tout à ils n'ont fait. pas beaucoup Puis utilisé ils ont- les. oui. Donc, au final, il restait comme un. Mais c'est vrai que généralement ils prennent pas plus de 2 trains de hard C'est sur vrai. le Pour la course. l'ensemble du week-end, Mm. même sur le week-end. Oui, c'est vrai. Ils prennent très peu de trains au final. Donc, oui, ok. Sur l'exécution, ils ont tenté le pari justement de rester en intermédiaire avec Esteban Ocon sur le premier relais pour l'arrêter. Ok, t'as gagné beaucoup de positions comme ça. Donc, c'est plutôt à saluer. C'est le côté positif. Chose que Norris j'attends aurait la même pu suite. tenter. J'attends la suite. 2. Favoriser la track position. Non, de rester en intermédiaire. Parce que longtemps il les a gardés et on a attendu la deuxième Deuxième safety car. inverse. Non, pour Norris. Ouais. Non, au moment où ça séchait. Ils ont fait tous une douzaine de tours. Avant de mettre les Puis slicks, je veux quand dire. ça, oui, puis quand ça Ouais. sèche, là tout le monde met les. Donc au final il aurait pu Tout le peut-être monde attendre, tu vois. Oui, il aurait pu. Mais Ouais, bref. mais après, encore une fois, tu sais pas. C'était le moment de doute où la pluie était censée arriver, mais tu connais la pluie qui est censée arriver. On va pas Enfin, remettre en question le truc. L'exécution est quasi parfaite. Mais on aime la Mis à F1. part peut-être l'épisode de la fin dont je sais que tu souhaites parler. Oui, alors on y va direct. Allez, vas-y. Mais non, il faut quand Parce même qu'il y a rappeler quand même- juste qu'Esteban Ocon partant Oui. 18ème avec une Bah, pénalité dernier. de 5 places. Non, pas dernier parce qu'il y a les Les Saubers Sauber sont qui partis perdent des des stands. stands. Ouais. c'est Oui, ça. enfin, dernier Mais- sur la grille. Oui, il part dernier, il se retrouve 10ème en s'arrêtant pas, il manage ses pneus pour faire ça et à un moment donné il se retrouve 8ème et c'est juste le fait d'avoir des médiums qui est un problème visiblement Ouais. sur la partie électrique du Même moteur. s'il aurait même pas dû. Il aurait pu ne pas prendre le départ. Tout à fait. Et il a failli terminer 8ème. Waouh. Ah non, Ah, c'est franchement. incroyable. Ouais, c'est incroyable. Après il termine à 14, faut aussi le rappeler. Non, 14 ou 16 je sais Non, plus. 14. Ouais. 14. Mhm. Mais imagine juste Esteban Ocon met 4 points sur cette course après Monaco. Termine Ouais, à non. 15, excuse-moi. Franchement, la course, elle est incroyable. Et il y a ce truc. Et là, Hamza, je te laisse dérouler le tapis rouge. Non, mais en fait, je trouve cette gestion, encore, c'est la gestion d'Alpine. La fin de course, on nous dit, dans la communication, alors déjà, je vais rappeler les faits. Ocon est 8ème, il se fait passer par Ricciardo, il se retrouve 9ème avec Gasly juste derrière, suite à l'erreur de Tsunoda. Donc, tu as 9 et 10, Ocon, Gasly. Et à 2 tours de la fin, on demande à Esteban Ocon de laisser passer Pierre Gasly. Ocon ne comprend pas au début, puis s'exécute. Il met du temps. Hein. On lui demande si on lui rendra la position si à la fin Gasly ne parvient pas à dépasser Ricciardo. Il laisse passer, puis après on lui dit non. C'est peut-être plus facile. Et puis, la fin de course, les micros. Ocon, le coup de gueule, je sais pas si tu l'as. Oui, le coup oui. de Bah, gueule. on va Vas-y. vous le Devant met, oui, Fama, pardon, hein. excuse-moi, j'étais en train de dormir complet. Esteban Ocon, c'était sur Canal hier. Je vous mets juste le coup de gueule et on vous donne les explications et je vous laisse réagir juste après. Esteban Ocon, oui, on a eu en plus des problèmes d'énergie pendant la course, mais c'est pas grave. On aurait dû faire 9ème. J'ai joué ma part du rôle qui est de respecter les consignes d'équipe, comme je l'ai toujours fait. De toute façon, on voit la tendance qui va se dégager jusqu'à la fin de l'année et ce n'est pas correct. J'ai fait mon job, pas l'équipe, à cette course-là et c'est triste que cette course se termine comme ça. Pierre Gasly aussi également, qui a mis une petite couche parce que en fait Pierre Gasly il adore mettre des petites couches en ce moment. En fait, le but était d'attaquer Ricciardo. Il est bien peint le mur. hein. On aurait voulu changer les positions 2 tours plus tôt que ce qu'on a fait à 4 tours de la fin pour être plus près de Ricciardo, mais ce n'est pas grave et pour l'équipe c'était clair qu'avec les durs, j'avais un peu plus de chance d'attaquer Daniel, mais vu le début de saison, on peut se satisfaire de marquer ces 3 points et on a bien travaillé en équipe. Ce que dit Pierre Gasly entre les lignes, c'est il a mis tellement de temps à me laisser la place que grosso modo j'ai pas pu Dernier attaquer. déclat du PSG. Ricciardo, On a mis les 3 points et c'est exactement. le plus important. ça. Et ça. Et Bruno Famin à la fin, toujours sur Formula One, sur Canal+, qui nous dit il a eu une petite réaction à chaud, c'est normal, je le comprends avec l'adrénaline de la course, il faut positiver notre première double entrée dans les points de l'année alors qu'on partait de loin sur la grille. On a eu un problème sur la voiture d'Esteban qui a été géré, tapait un peu dans son énergie électrique et il ralentissait tout le monde. On était à la merci des As et on ne pouvait pas attaquer Ricciardo. L'idée était d'aller chercher la 8ème place, mais on a demandé un échange et il y a eu un petit délai, mais ce qui compte, c'est le Le résultat. petit délai, il change tout. hein. Alors les gars, moi c'est ça le truc, c'est qui est-ce que vous défendez dans cette... parce que moi j'ai quand même l'impression que
cet épisode est peut-être un épisode de paranoïa consécutif à tout ce qui s'est passé depuis Monaco ou tout ce qui peut se passer depuis qu'il y a des rumeurs de départ de Esteban Ce qui Ocon. est sûr, c'est qu'Esteban Ocon ne peut pas être en confiance dans cette équipe à l'heure actuelle au vu de ce Exactement. qui s'est dit depuis 2 semaines. Non mais je suis d'accord, mais est-ce que Esteban Ocon n'a pas... je sais que vous allez hurler, donc voilà, je mets les bouchons d'oreille et après je vous laisse réagir. Est-ce qu'il n'a pas coûté la 8ème place à Alpine? J'ai failli la faire, je me suis dit j'ai pas 14 ans. Moi, manifestement, je l'ai. Ou alors vous ne croyez pas peut-être l'argument ou de Bruno peut-être pas. Farmin? Vous ne croyez pas l'argument de Bruno Farmin et de Pierre Gasly? Sportivement, ça s'explique, mais le délai crée la paranoïa. Parce qu'au fait, quand Ricciardo n'est plus à portée et que on est à 2 tours de la fin, qu'il n'y a plus rien à jouer et qu'on fait le swap, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens et du coup je comprends Esteban qui pense ça. Sauf que Esteban il est rentré dans une logique où il est méfiant vis-à-vis de l'équipe. Parce que l'équipe l'a laissé tomber. Alors il a laissé tomber l'équipe sur le move. Mais encore une fois, est-ce que l'équipe avait à ce point-là laissé tomber au moment où il fait son move à Monaco? C'est une autre question. Mais On en parlera mercredi. pendant 2 semaines, il s'est fait atomiser la tête en interne et en externe. Et là, en gros, on à 2 tours de la fin, alors que en fait, il la gère la Haas depuis un petit moment. Même si il perd des places à ce moment-là. Quand même. À la fin, ils sont sous les menaces des Haas, hein, Oui. les deux Alpines. Hein. À ce moment-là, en fait, Du ça, coup, je autant valide. garder Gasly qui a une oui, meilleure est-ce que- voiture oui. pour au moins sécuriser oui. des doubles points. Demande à Si la voiture d'Ocon elle est vraiment compliquée à piloter, sachant qu'Ocon on apprend maintenant depuis plusieurs courses depuis Miami qu'il pilote avec une voiture beaucoup plus lourde que Pierre Gasly. Si la situation sportive fait que tu veux sécuriser tes doubles points, il y a plus intérêt à garder Gasly derrière pour sécuriser cette 10e place plutôt que de tenter un hypothétique échange qui va t'apporter une hypothétique 8e place, Mais qui aurait apporté beaucoup de points au championnat des constructeurs. mais qui n'a pas apporté. Mais non, parce qu'il n'y a Qu'il plus n'a pas Ricciardo. apporté. Il est plus là. Oui, bien sûr. Il est parti. Mmh. Ciao Mais l'artiste. parce que ça a mis du temps. Oui, parce que ça a mis 2 tours de trop à se mettre en place. Mais du coup, la paranoïa s'installe à cause de ces 2 tours de trop, je pense. Et la stratégie dont parle Hamza, au final, Gasly à ce moment-là, c'est le meilleur allié de ses points. Regarde Carlos Sainz à Singapour. Face à Russell, il tient pas. C'est vrai. Il tient parce qu'il y a Norris au milieu. À Et qui qu'il offre le emmène DRS. Norris dans ton DRS, tout ça. Si Gasly s'envole, en fait, peut-être qu'il peut aller matcher Ricciardo. J'y crois absolument pas. Enfin, faut rappeler qu'il a une Alpine. Il n'a pas une Red Bull. Il arrive On a vu la 2 secondes autour. On a vu la performance des Racing Bulls avec Tsunoda et Ricciardo sur l'ensemble du Oui. bien sûr. Donc potentiellement, en fait, en faisant ça, si tu le fais, même tu le fais un peu trop tôt, Ocon sort des points parce qu'il a plus de quoi se défendre parce que Gasly va s'envoler. Donc au final, Gasly c'était le meilleur rempart pour ces 3 points-là. Enfin bref. Après, est-ce qu'on n'a pas un point de vue Ocono-normé, tu vois Moi, je te dis, j'ai l'impression que c'est la conséquence de 15 jours dramatiques chez Alpine. Oui, Voilà. mais Et parce que moi j'ai déjà vu des situations où je me souviens d'un Grand Prix de Hongrie il y a de longues années maintenant, où chez Mercedes Hamilton demande à passer Bottas pour revenir, je crois que c'était sur Verstappen ou sur une Ferrari, je sais plus. Non, c'était sur un autre pilote parce que Verstappen était derrière. Hamilton à une dizaine de tours passe, enfin Bottas laisse passer Hamilton. Hamilton s'envole, il y a 10-15 secondes d'avance facile sur Bottas, et au dernier virage, Hamilton ralentit significativement pour rendre la position à Bottas, qui lui était sous la menace de Max Verstappen, qui était juste derrière, littéralement juste derrière, à c'était moins un d'une cas assez unique. Donc à ce moment-là, Bottas reprend la position. Qu'est-ce qui empêche Alpine de dire, écoute, tu n'as pas réussi Pierrot, Elle est risquée quand on même. va hein. laisser Esteban. Quand tu vois le passage sur la ligne d'arrivée, surtout que c'est un peu risqué. le T'imagines- Canada, c'était aussi risqué Imagine en Alpine Hongrie. qui perd d'aussi gros points, aussi importants, sur un move comme ça pour rendre la place. Je pense qu'on les allume et on les brûle. ce matin. Le Canada, c'est un des endroits où c'est le plus compliqué de le faire. hein. Parce Je suis que pas t'as certain. 2 doubles zones de DRS. Je suis pas certain. Moi, je fais confiance en la qualité et l'intelligence des pilotes, donc je suis pas certain. Mais bon, Moi aussi, mais Après- vous êtes relou. Ça fait 2 semaines que je fais l'avocat de Bruno Famin et ça commence à m'énerver. non, mais en tout cas, comme l'a dit Bruno Famin au micro de Canal, très sérieusement, c'est parce qu'il y a eu un changement d'état d'esprit chez certains qu'Alpine, du jour au lendemain, s'est retrouvé à jouer des doubles points. Donc bravo Alpine et bravo Bruno Famin qui a réussi à insuffler ce nouvel état d'esprit après avoir jeté Esteban Ocon je dans crois que la la fosse au lion. 125, on la verra pas. Voilà. Mais on en parlera mercredi. même, parce que- même la 110, Mais- pour 10 minutes, on la verra pas. Non, mais moi, je m'en fous, je dis ce que j'ai à dire. Moi non donc, plus, on est moi non journaliste. plus. on en parlera mercredi, mais je vois ce qu'a subi Esteban Ocon et le message d'Esteban Ocon qu'il a posté
après 10 jours de silence limite, de radio. harcèlement. Oui, complètement. Ah ouais, pas limite, hein, et c'est- où son écurie Il est resté muette. n'a pas parlé ni lui ni son coéquipier d'ailleurs, hein, Pierre Gasly, voilà. Et puis de l'autre côté, de l'autre côté ça va de Ah, Gasly l'Atlantique. il a parlé pour le coup. Oui, verras. c'est vrai, c'est Tu vrai. verras, on va rigoler. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un autre pilote français, Théo Pourchère, qui a été harcelé. Et j'ai vu la Ouais. communication Oui. de McLaren, de l'équipe, j'ai oublié le nom de l'équipe Oui, du tout pilote à fait, argentin, qui aussi a communiqué. Il y a eu un communiqué commun. Tout à Il y a l'IndyCar qui l'a Juncos. soutenu. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà, là aussi la classe ne s'achète pas. L'élégance ou non, ouais, c'est ça. Voilà, c'était un petit. Mais on en parlera mercredi. C'est justement ce que je veux dire, c'était un petit panaché, vous savez, les petits échantillons quand vous allez chez Sephora, comme ça, on vous dit tiens, essayez ça et tout, etc. Voilà, mercredi, vous avez un avant-goût de ce qui vous attend. Sachez les amis. qu'Hamza n'a plus le droit de se rendre en territoire normand. Il ne porte plus de Peut-être bleu. l'enclave chez Esteban. Au péage de la 13 Et- en Eure-et-Loire. Et pareil, je spoil un truc, mais dans la vidéo karting, à la base, il avait une combinaison bleue et très vite, elle est devenue rouge. Voilà, Oui. je vous expliquerai C'est pas. une On vous combinaison expliquera Williams pourquoi. plutôt, mais... Voilà, en tout cas, les amis. Et très rapidement, Ouais, vas-y. un petit cadeau, un Je te petit sens bichon. chaud pour mercredi. Non, mais écoute, non, mais là je regarde Non, Brice. mais on lui parce laisse que la cam, vas-y. Hier, j'ai proposé à Brice, parce qu'on sait qu'ici, c'est une autorité publique, que Non, Brice- non, 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 non. que Brice est celui qui propose quand même les belles, Oui, les tout à belles fait, titrailles. les belles titrailles. Voilà, les La bonnes dissolution, idées. c'est lui. Enfin, c'est Macron, c'est Macron, mais en Formule 1, c'est toi. Non, mais en général, voilà, les belles idées, ça vient souvent de Brice. Et je lui ai proposé hier un Ouais. titre pour la vignette. Je voulais qu'on ait une vignette alpine avec Ocon, avec Famin, etc. J'assume pas. Et que je voulais titrer, c'est un mot arabe c'est la hagra. Voilà, en hommage à Jean-Pascal Zadi, notamment, qui a fait un petit sketch dessus. Et voilà, ça veut dire en gros la volonté de, pas de harceler, mais je sais pas comment je pourrais le qualifier. Ouais, de- faire la faire misère, misère, quoi, faire la misère ouais. injustement à quelqu'un. Voilà. Voilà. Donc voilà, je voulais que ce soit ça comme titre, mais finalement on titre sur Max et Oui. c'est très bien aussi. Comme ça. Surtout au lendemain de ce dimanche soir. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il y a eu un contexte qui a fait qu'on s'est dit que, en termes de marketing, c'était peut-être pas le meilleur à faire. Voilà. Non, mais voilà, on a le droit de rire un petit peu, de prendre. Il y a la survie des pistonnets quand même. Ouais, c'est important. Parce que là, vous avez cru que ça allait survivre après ce passage. Je pense pas, mais. Waouh. Parlons de Pérez maintenant, les gars. Déjà, après avoir dit tout ça, terminons sur l'enseignement. Non, terminons Pérez, surtout. Exactement. Le prince de la ville, qui est devenu roi du pétrole, depuis sa prolongation surprise Ah, le prince s'est fait guillotiner surtout. de 2 ans. Prolongation vraiment surprise de 2 ans, il faut le dire. Et puis, alors, cette prolongation était censée lui donner un petit peu de baume au cœur et lui donner de l'allant un petit peu mental. Malheureusement pour lui, deuxième élimination en Q1 consécutive. Lui qui n'a plus vu quand même la Q3 depuis Miami, ça commence à remonter. Début de course, accrochage avec Gasly. Encore une fois, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Une voiture, après cet accrochage qui était donc abîmé, il a perdu des points d'aéro et s'en est plein d'ailleurs, Sergio Pérez. Bon, On a perdu à Monaco aussi des points d'aéro. Oui, tout à fait, ouais, beaucoup. Et oui. Et 2 millions d'euros aussi également pour Red Bull. Donc une voiture abîmée qui l'a mis en difficulté, il n'avait pas le rythme en tout cas pour aller se battre. C'est sa justification à l'arrivée de la course. L'erreur au virage 6 où il part exploser son aileron arrière et doit abandonner. Il aura d'ailleurs 3 places de pénalité du côté de Barcelone parce que il est reparti en piste à ce moment-là et que c'était jugé dangereux par les commissaires de course. Et puis Helmut Marko qui a sorti la sulfateuse. Alors il a dégommé Daniel Ricciardo, Helmut Marko, il a dégommé Sergio Pérez en disant qu'il était sans doute atteint d'un problème psychologique. Les gars, il y a forcément à travers ce 4e enseignement 2 infos. La première, c'est la prolongation de 2 ans qui nous a tous un petit peu surpris, au moins sur la durée. Et derrière, il y a cette prestation cataclysmique, encore une fois, ce week-end. Pour les explications sur le contrat, parce que nous, on était très étonnés, il y a Jérémy qui, dans l'émission Pole Position sur Winamax TV ce week-end, a donné ses explications. Et vous allez voir, on ne parle pas que de sportifs. Pour moi, il y a 3 raisons qui font que cette reconduction, elle n'est pas si surprise que ça. Première raison, l'affaire Horner, dont on ne connaît pas trop encore les tenants et les aboutissants, on ne sait pas si on les connaîtra un jour, mais enfin peu importe, il s'avère quand même que le lien Horner-Pérez reste très fort. Ça c'est quand même une évidence, ils se connaissent depuis bien avant même l'arrivée de Pérez en F1. Je pense qu'il y a un lien de fidélité mutuelle entre les deux. Le deuxième point, je sais que c'est un argument qu'on n'aime pas évoquer ici parce qu'il n'est pas sportif, il ne faut pas être ethnocentriste et regarder Pérez avec nos yeux d'Européens. Il faut se projeter sur ce qu'est le phénomène Pérez sur le continent américain. C'est-à-dire que d'Austin, peut-être au sud de l'Argentine, Pérez, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Rien que du point de vue de la Formule 1, si Pérez disparaissait du jour au lendemain, je pense qu'il y a quelques grands prix qui seraient d'ores et déjà en danger. Je pense évidemment à Mexico, je pense à Austin, mais je peux même penser à Las Vegas. Voilà. Si tu regardes la croissance du marché, ou en tout cas la croissance de Red Bull sur les marchés hispano-américains,
elle a commencé à croître de manière, je ne vais pas dire exponentielle, mais très nette à partir de 2021. Ce qu'on comprend bien, c'est que Pérez est devenu un incontournable pour Red Bull dans sa conquête des marchés mexicains, non pas en tant qu'écurie de Formule 1 évidemment, mais en tant que vendeur de canettes et vendeur de merch. La troisième raison qui ne me paraît pas très surprenante, c'est que je pense que chez Red Bull, et notamment dans le chef de Christian Horner, avec tout le contexte politique qu'on sait, je pense qu'on a bien compris que la domination Red Bull, elle ne tenait plus qu'à un seul fil, surtout en ce moment, qu'une bonne partie de ce fil était tenue par un certain Max Verstappen, et qu'il fallait tout faire pour le maintenir dans le giron Red Bull, sachant qu'il y a eu les rumeurs Mercedes et compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le maintenir ? Eh ben, on le caresse dans le sens du poil. Qu'est-ce qu'on fait pour le caresser dans le sens du poil ? On maintient celui qui a été son porteur d'eau. Voilà les amis, pour cet extrait, je vais failli me faire avoir une première fois, c'est la deuxième, c'est pas grave, c'est comme ça. Les avis très intéressants de notre ami F1 à la loupe qu'on vous invite à suivre bien sûr parce qu'il est toujours il pousse la réflexion, c'est un peu comme le pistonné, voilà, c'est cérébral. Les gars, non mais c'est pas le cas de tout le monde, je tiens à le dire. Ouais, aujourd'hui, aujourd'hui on se lâche un peu. Il n'y a pas que Bruno Famin qui fait de la hagra, moi je te le dis. Hein. C'était la dernière, merci à tous. On va trancher dans le vif. Les gars, juste un petit mot déjà sur les arguments de Jérémy et si on met en perspective la prolongation et la prestation de ce week-end. Les arguments sont implacables. La démonstration est excellente parce qu'effectivement, Sergio Pérez, sur cet aspect hors Formule 1, hors piste, hors sport, tu comprends totalement la prolongation. Maintenant, j'ai aussi envie d'aller sur un terrain sportif. En début de saison, je disais que la logique voudrait que Pérez soit prolongé. Donc, je n'ai pas été surpris en voyant la prolongation de Sergio Pérez. Moi, ce qui m'a surpris, ce sont les 2 ans. Oui. Mais une fois que tu y réfléchis, 2025, fin 2025, changement de réglementation 2026, tu as tout intérêt à sécuriser un line-up 2025-2026. Et on le voit, c'est ce qui se fait un peu partout. Potentiellement, Ocon Berman chez Haas, on change totalement le line-up. Sainz, potentiellement, qui va chez Williams avec Albon, on change le line-up. Hamilton, qui a signé chez Ferrari, on change le line-up dès 2025. Il n'y a que 3 écuries qui changent pas de line-up. Chez Mercedes, c'est pareil. Enfin, on est en train de... Et ce qui est normal, on veut avoir côté structure, côté... aspect technique, retour technique chez les écuries, ne pas avoir de doute sur l'adaptation du pilote à la Formule 1, à la monoplace, à la nouvelle écurie, à la nouvelle structure en 2026. Donc moi je trouve logique que le pilote aujourd'hui en 2024 que tu veux renouveler pour 2025, tu le renouvelles pour 2026. Oui, soit tu le renouvelles pas, soit tu le renouvelles. C'est ça. Si on était sur un timing, si nous étions en 2022 et qu'on parlait de 2023-2024, là ça aurait été différent. Mais 2025-2026, après réflexion, tu trouves ça logique. Après, j'imagine encore une fois, et Red Bull nous l'a prouvé par le passé, que si vraiment Pérez ne fait plus l'affaire, ils peuvent le cut. Ils peuvent le cut en pleine saison. C'est pas un contrat qui changera la philosophie Red Bull sur justement cet aspect. Mais il a une clause apparemment. On se posait la question, c'est de savoir est-ce que c'est du 2 ans sec ou est-ce que c'est du 1+1. Ça, c'est une autre question. Mais il a une clause qui apparemment, je sais pas si dans le nouveau contrat c'est ça aussi, mais il avait une clause qui l'empêchait d'aller chez AlphaTauri. D'accord. Enfin, Racing Bull. Apparemment, Christian Horner a expliqué que c'était exactement le même contrat qu'il avait par le passé. Pour moi, c'est pas le plus important dans le sens où si demain, Red Bull ne s'empêchera pas de virer Pérez, même s'il n'y a pas de baquet derrière. Voilà, si demain il n'est pas performant, ils le mettront dehors. Les gars. Par contre, moi, juste un autre point. Moi, je veux bien parce que je lis et j'entends beaucoup de choses sur Pérez et scandaleux qui renouvelle chez Red Bull. Tu vires Pérez ou tu ne prolonges pas Pérez. Tu mets qui à la place ? Oui, je suis d'accord avec ça. Moi je veux bien parce que le passé nous a privé, nous a montré que tu peux pas mettre un jeune pilote parce que Gasly et Albon ont été broyés. Mais je suis d'accord avec plus toi, Gasly que Albon. Mais on est dans une saison où il y a eu 12 ou 13 pilotes qui étaient en fin de contrat. Tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas au mois de janvier quand Lewis Hamilton signe chez Ferrari, tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas la possibilité pour Red Bull de tout. Non mais c'est au mois de janvier, mais aujourd'hui au mois de mai. Est-ce que dès le mois de janvier tu te disais Pérez c'est sûr c'est sa dernière année ? Moi non parce que déjà en 2024 tu pouvais te le dire. Enfin, il y a l'argument qui fait que Pérez reste, il s'appelle Max Verstappen, le plus gros, sportivement je parle. C'est qu'en fait, aujourd'hui, qui accepte de se faire broyer comme ça sans broncher ? D'accord. Une fois que le portrait type aujourd'hui nous prouve que chez Red Bull, pour associer Verstappen à un pilote, mieux vaut avoir un pilote d'expérience qu'un jeune. D'accord ? Donc Lawson, ça semble totalement exclu. Tsunoda, on a compris que Red Bull ne faisait absolument pas confiance à ce pilote qui a eu 3 ans le départ d'Honda, qui a eu 3 ans avec des hauts et des bas et aujourd'hui sur cette 4e année devient un pilote performant, mais c'est qu'un début de saison. Hülkenberg, je dis son nom, Hülkenberg, son avenir est sécurisé. Hamilton, son avenir est sécurisé. Alonso, son avenir est sécurisé. Il y a eu une phase il reste avant. qui ? Carlos Sainz, le fameux Carlos Sainz. On sait que les relations
je pense plus entre les familles, enfin Guido van der Garde en a parlé encore ce week-end. l'influence des deux, le père Verstappen, le père Sainz ensemble chez Red Bull, Peuvent pas se voir. ça peut être compliqué. Il reste effectivement Bottas, qui est un excellent exemple que tu viens de citer, mais est-ce qu'aujourd'hui Bottas t'offre plus de certitude Non, que puis c'est vrai que le Pérez marché finlandais pour Red Bull est moins grand que le marché sud-américain. Même sur l'aspect sportif. Si on reste uniquement sur encore une fois, en fait, il reste plus grand monde. Pérez, je suis désolé, on en a parlé avec Bottas. Bottas était exténué de se faire exploser chaque week-end par une légende qui est à côté de lui qui s'appelle Lewis Hamilton. Oui, parce on que peut se poser la même chose aujourd'hui avec Sergio Pérez. Et t'avais qui a l'air l'alternative. au fond du trou. Chez Mercedes, t'avais l'alternative Non, mais Russell. Et on je suis se d'accord, disait, mais il faut le mettre. Pérez, c'est une alternative qui est arrivée par exemple à la fin de la saison 2020. Comme ça, qui a été une opportunité. La victoire à Sakir, qui a pas à été Sakir, une opportunité. Ouais, mais après, maintenant, on comprend qu'il y a aussi des aspects marketing et Non, mais économiques d'accord, qui mais- sont importants quand toujours existé en Formule Moi, 1. Mais dans une saison où la silly season a fait qu'il y avait 12 ou 13 pilotes qui étaient en fin de contrat, 2 champions de F2 qui sont sans baquet, même si ça rentre pas en ligne de compte, que tu as une filière de Red Bull qui pousse, moi je ne comprends pas qu'on prolonge D'accord, Sergio Pérez alors, de 2 ans. si tu mets Isaac Hadjar ou tu mets Liam Lawson chez Red Bull à côté de Verstappen et que les deux se font broyer Non, mais comme c'est foutu. Gasly, Ouais, ouais. on dit quoi Non, On mais dit je suis d'accord avec pourquoi toi. est-ce que tu as... Non, mais pour moi, il faut Je suis mettre d'accord avec toi. un de ceux qui est chez Racing Bull maintenant. Ricciardo, on a pour compris un que ou c'était 2 pas ans. possible. Oui, bah en fait, Sinon, Ricciardo, il est si venu, tu il veux est revenu plus de pour ça. Tsunoda, si tu veux plus de Tsunoda, tu le mets 1 ou 2 ans, attendant que Hadjar ou Ça sera Lawson un an. soient prêts. Tsunoda Tu vois, et mais ce que je veux Iwasa dire, seront c'est plus chez Red Bull quand on va partir. Mais là, la prolongation de Pérez sportivement, à part le fait que Verstappen soit dans un fauteuil, elle a zéro sens. Je comprends le manque de concurrence. Je comprends le manque de compatibilité avec ce baquet là. Parce que Sainz, en vrai, c'est parfait. S'il y avait Mais pas bien eu sûr, cet S'il y a aspect... pas cette, mais tu peux pas. Mais c'est ça, c'est des arguments politiques. Et au final, Pérez garde un baquet en Formule 1, le meilleur deuxième baquet de la grille, si on considère que Red Bull est toujours la meilleure écurie, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ses résultats sportifs. Ça emmerde le monde quand même de se dire que dans cette discipline-là, tu vas avoir un mec qui se fait broyer par son coéquipier, qui n'atteint plus les points, qui met 4 points sur les 4 dernières courses, qui se fait battre en qualification 3 fois par Sargent cette saison, 4 fois par Tsunoda, celui qu'on ne veut pas mettre dans la Red Bull. C'est quand même relou de D'ailleurs- se dire que ce gars reste à cette En fait, le truc, position-là c'est que c'est pas pour dire des que c'est un- considérations voilà, de il y a c'est rien pas dire d'autre. c'est pas dire que c'est un mauvais pilote, Mais c'est dire que psychologiquement, moi je crois à la déclaration Mais- d'Helmut Marko, mais oui. il est broyé. Oui, mais ça fait combien de temps qu'il est broyé? Quand t'es une structure, si tu perds un élément, t'es obligé de te dire, je vais le remplacer par ce type de profil, même pas forcément un homme, ce type de profil. Si tu n'as pas ce mec, tu fais quoi? Attends, je suis désolé. Et Esteban Ocon, je dis une bêtise. Je dis une énorme Ils bêtise parce s'interdisent qu'on des vient... choses quand même. Ouais, hein. ouais. Certainement. Ils s'interdisent des choses. C'est-à-dire. C'est vrai que Ocon, pourquoi pas? Mais après, peut-être que Ocon management Mercedes, peut-être que Et c'est avec pas, c'est pas Verstappen, possible. ça marche pas On très sait bien pas, non plus. et- Voilà. Et tu sais même pas si Gasly il a pas envie d'y retourner, tu vois. T'en sais rien. Oui, mais Ouais, est-ce que ouais, Red c'est Bull a vrai. envie de redonner la Ah, chance mais à là, quelqu'un qui a quitté la filière? Albon, tu peux pas essayer d'aller signer avant que Williams le re-signe. Mhm. Comment ça se fait? Je suis désolé, je vais dire un truc très fort, mais comment ça se fait que Williams, s'il signe Sainz, pour moi, ont un line-up plus sain que celui de Red Bull? On en parlera bientôt parce qu'il va falloir qu'on pose Ah sur oui, le oui, dossier sur Williams, le mais projet Williams, ouais. ça veut aussi peut-être dire quelque Verstappen chose. veut tout dire. Verstappen, c'est au-dessus, point. Ok. Mais- Mais Verstappen, Perez ou Sainz, Albon, qui fait son meilleur mercato là? Mais là, tu sais que, enfin, pardon, parce que là, ça en devient un débat, Oui, mais c'est vrai, ouais. il y a un point qui va être aussi très important, qui est très important à souligner, c'est que je trouve que Red Bull ne sécurise pas un long terme ou n'envisage pas un parcours long-termiste sans Max Verstappen. Mais qui Ça, nous c'est dit vrai. que dans 2 ans, dans 3 ans, Bien Verstappen sûr. ne claque pas la porte de la F1 Ça, c'est ou important. un projet C'est important de le plus préciser. intéressant ailleurs. Preuve Et à en ce est que moment-là- le projet est mort dans l'état actuel quand Verstappen part. Exactement. C'est- Parce le que cycle faudra tout refaire. Lorsque tu prolonges Pérez, tu supprimes un baquet. Mhm. Tu prolonges Tsunoda, qui tu sais ne durera pas éternellement, Il ne va pas comme rester. Gasly, Mhm, finalement. Tout à fait. Tu supprimes un baquet, il reste Ricciardo. Soit Ricciardo, tu le prolonges parce que il y a haha ou yeah. Ça, tu l'imites très bien. Voilà. Parce que c'est vrai, et moi le premier, je suis déçu. Hein. Moi, je m'attendais vraiment à ce que Ricciardo redevienne le pilote que l'on a vu pour être de nouveau le Il coéquipier fait de un Max. bon week-end. C'est dommage que ce Manifestement- soit une fois sur 5. Manifestement, ça ne semble pas être le cas. Si tu prolonges demain Ricciardo, t'as Lawson et potentiellement Hadjar qui potentiellement, on n'y est pas encore, mais si demain il remporte le championnat, il peut pas faire. Il peut pas faire. Non mais Hadjar, ça semble être le candidat naturel en catégorie inférieure. Helmut Marko l'a dit. Si ce demain week-end. il est champion F2, il peut pas piloter en F2, tu fais quoi? Comme Lawson, tu le mets pilote réserve. Donc tu vas arriver à un stade où Franz Tost, qui a quand même formé de nombreux pilotes dans la structure Red Bull, te dit il faut 3 ans à un pilote avant de devenir performant. Tsunoda le montre aujourd'hui. Si Verstappen, on est dans la fiction, fin 2026 te dit la voiture ne me convient pas, je suis plus Merci, heureux, au je revoir. quitte Red Bull. Mhm.
Notamment avec la story Instagram de ce matin. Tu pars du principe que il faut 3 ans, du coup à ton pilote et Tsunoda le montre. Imaginons dans le meilleur des scénarios, dès la saison prochaine, Lawson Wadjar est titularisé chez AlphaTauri, j'allais dire, chez Racing On Bulls. n'y arrive pas, elle. Hein. Ça veut dire, ouais, c'est terrible. Ça veut dire que tu vas attendre potentiellement 3 ans avant d'avoir un jeune pilote performant. Verstappen part en 2026, qui est Passo. Tu prolonges Perez en attendant de faire, tu vas chercher un autre pilote dans une filière externe. Red Bull sécurise son court terme sans envisager le long terme. Mais moi, sans Max Verstappen. mais je vais me te dire, trahit son ADN. Trahit son ADN avec Perez à côté de Max Verstappen, avec Daniel Ricciardo. Tu vois, c'est pas comme s'ils avaient souvent redonné la chance à des anciens. Avec Yuki Tsunoda, qui est un faux pilote Red Bull, parce que c'est un pilote Honda et que on connaît les Japonais. Il faut un pilote japonais lorsque Honda est engagé avec une écurie. De toute façon, assurer la sécurité d'un line-up sur le long terme, ça signifie systématiquement mettre en danger la monarchie en place. Et ça, Red Bull l'a extrêmement bien fait durant des années. Quand ils mettent Ricciardo en 2014, il vient bousculer Vettel. Vettel s'en va, Ricciardo devient pilote numéro 1 et on attend que Verstappen arrive. Verstappen bouscule Ricciardo. Ainsi de suite. Et voilà. Mais par contre, ça t'assure un line-up où certes tu vas avoir parfois des années de transition, mais qui vont durer 1 an. D'ailleurs, Pas plus. Là, si tu fondes tout sur Verstappen et en même temps, Ouais, ça le se problème, comprend c'est dans que la logique Verstappen, marketing de ouais. Verstappen, 12 titres. Puis il est peut-être plus fort que tous les autres Tu que vois tu as cités avant. Oui, bah, J'ai ça, dit ça, à la rigueur. peut-être parce que c'est de la subjectivité aussi. Mais au moment où Verstappen s'en va, avec qui tu te retrouves il y a Et là, à ce moment, mais ce sera assumé. C'est assumé. C'est une politique, comme on l'a dit avec Jérém, court-termiste. On vend des canettes en Amérique du Sud, on gagne des titres avec Ça Verstappen. fait partie de la Formule 1 Point. aussi. Hein. Ça fait Perez, partie de la Verstappen. Formule 1 aussi. dès fin 2025 deviendra le line-up qui aura couru ensemble le plus de courses de l'histoire de la F1. Ouais, exactement. Ah C'est ouais. fou. Hein. C'est fou. Hein. 114 courses. Ah, mais en même temps, il y a si tu fais tellement les de courses 24 par an, GP, oui, c'est ça. ouais. Et si ça va jusqu'à fin 2026 et sur 24 GP, 138 courses. Wow. En Ça tout cas, dépassera Schumacher, Barrichello, 104. J'ai quand même la sensation, les amis, que. On n'ira pas avec Perez. Même en 2026. Rosberg, je sais pas si on ira sur les 2 ans. Ah ouais, remarque, oui. Voilà, Peut-être qu'il y a un pilote qui est parti. voilà les amis, en tout cas pour ce débrief qui a été très accroché, très très sympa, très rigolo, très sérieux aussi, très expert toujours. Et on va au second faire. degré certaines choses dans les commentaires. Oui, bien sûr. on est Partez là. pas en diatribe. Les temps sont tellement difficiles que parfois un petit peu de légèreté fait du bien, même si on parle sérieusement des choses. Vous connaissez l'adage des pistonnés, hein. On ne se prend pas au sérieux, mais on parle des choses sérieusement. On n'est pas des clowns. Et on n'est pas des clowns surtout. Toi de plus en plus. J'ai l'impression T'as aussi. découvert, il y en a un On amour pour regarde la caméra derrière On moi. regarde le classement. On regarde le classement, les gars. Après la 9e manche du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen qui creuse l'écart sur Charles Leclerc. 56 points maintenant d'écart, avec bien 7 points d'avance pour Leclerc sur Norris. La menace Norris qui se précise de plus en plus. Et puis du côté des constructeurs aussi, où on a bien 49 points maintenant d'écart entre Red Bull et Ferrari. Rien n'est fait. McLaren qui se rapproche aussi également de la Scuderia. Vous l'avez vu, le bond en avant. C'est pour Alpine à la 8e position qui passe devant Williams. C'est désormais talonne Haas à 2 points de Haas. Voilà en tout cas la bonne opération comptable, on l'a dit, pour l'écurie française. Ce sera le grand sujet, l'écurie française. Vous l'avez compris si vous avez suivi cette émission de bout en bout et que vous avez merveilleusement, religieusement écouté en tout cas le 3e enseignement. Ce sera le grand sujet de notre débat de mercredi. On reviendra sur le divorce Ocon-Alpine. On se posera les questions aussi également du projet sportif avec la possible arrivée d'un certain boss italien Flavio Briatore, et puis on se posera aussi les questions de savoir qui pourrait remplacer Esteban Ocon. Bref, c'est une grande émission où il y aura même une interview, celui d'un candidat pour ce baquet, Victor Martins, qu'on a rencontré la semaine dernière. Salut les amis, merci Brice, merci Hamza, joyeux anniversaire, gros, j'ai oublié de te le dire. Joyeux anniversaire. Joyeux Joyeux anniversaire, voilà. Bravo. 23 ans, il les fait pas. Hein. Exactement. Il est jeune, hein. Non, les il est pistonnés, prêt. ça use. Mais mon âge est le numéro de celui dont on va parler mercredi. Oh Eh oui, 31. C'est vrai que Ah, maintenant, il n'y a que des trentenaires autour de cette table désormais. C'est vrai ça, les gars. Depuis cette année, il n'y a que des trentenaires autour de cette table. Mais Incroyable. c'est normal, c'est l'aigreur qui. Allez, on vous laisse retrouver votre vie normale, les amis. On se retrouve mercredi sans faute parce que l'émission va être brûlante. Salut.